Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère, vous la sentez cette bonne humeur ambiante ? Bon, on va pas se mentir, un petit peu de vert, ça fait jamais de mal. Le Fear and Greed Index, lui, récupère également des couleurs, du coup. Il se retrouve dans la peur à 33. Et du côté des marchés US, on se retrouve déjà dans la zone de greed. Bon, ne crions pas victoire trop vite, nous sommes toujours dans un range, ce qui n'empêche pas évidemment de rester curieux sur le mouvement qui va suivre. Allez, installez-vous confortablement, le Zap va commencer. Je vous souhaite une excellente soirée. C'était Zap Crypto. On commence directement avec un tweet qui m'a fait exploser de rire cet après-midi de Serva qui nous dit que le président Joe Biden, qui a 80 ans le mois prochain, je ne m'attendais pas à ça, je pensais qu'il avait 75 ans, Joe Biden, je ne pensais pas 80 ans, ça me paraît énorme pour un président. Et du coup, il s'est perdu dans les jardins de la Maison Blanche après une cérémonie. Ce sont des employés du palais présidentiel qui ont dû lui indiquer comment rentrer. C'est hallucinant. Voilà, on a un président qui contrôle pas le monde, mais qui est à la tête de l'un des plus gros pays au monde, donc les États-Unis. Et il a quasi Alzheimer. Voilà, il y a pas mal de choses qu'il se souvient pas. Parfois, il tombe. On l'a déjà vu tomber dans certains meetings, etc. C'est assez complexe. Et du coup, en fait, là, il s'est perdu dans le jardin pas de l'Élysée, mais de la Maison Blanche. C'est complètement hallucinant. Et ça se fait poser plein de questions. Moi, je me dis comment ça se fait qu'il peut être au pouvoir et avoir autant de choses à gérer alors que voilà, mentalement, physiquement, il est pas au top. Et c'est normal parce que voilà, il a 80 ans, donc c'est compliqué. C'est un peu une figure de premier plan, je trouve. Après, je vais pas trop m'avancer par rapport à ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus une image. En fait, derrière, c'est pas voilà, vraiment lui qui va prendre des grosses décisions et tout. Enfin, il va se faire pas mal aider. Et c'est aussi important parce que voilà, 80 ans, ça commence à faire. Et je crois que son mandat, il se termine dans 3-4 ans. Donc, il sera encore plus vieux à la fin de son mandat. Donc, voilà, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres problèmes comme ça parce que c'est vrai que ça peut apporter une mauvaise image aussi aux États-Unis. Le fait qu'ils aient quelqu'un à leur tête qui n'arrive même pas à se retrouver dans son jardin, c'est quand même assez fou. Alors, pourquoi nous avons choisi la France ? Plein de préjugés sur le sujet. Ouais, le truc que tu vas toujours entendre, c'est soit faut que tu travailles chez EDF, soit c'est pas possible. L'énergie est beaucoup trop chère et j'en passe plein d'autres. Et il est sûr que nous avions connu des périodes d'euphorie et des périodes de tristesse totale. T'as des périodes où tu vas miner des éthers à 300 balles et tu vas être obligé de quasiment tout vendre pour payer ta fourniture d'énergie. Et après, t'as aussi des périodes où t'as la défi qui explose et t'as des frais de déglingo sur le réseau. Donc des histoires comme ça, il y en a eu plein. Oui, le monde des crypto-monnaies, comme on le sait, il est volatile. C'est tout simplement les risques de l'entrepreneuriat. Soit tu crois, soit tu crois pas, soit tu fais pas. Nous avons fait simplement le tour des différents services qui étaient proposés par des structures déjà existantes, un petit peu voir l'état du marché en règle générale. Un point très important, c'est que les pays où l'énergie a un coût extrêmement bas, géopolitiquement parlant, c'est pas super fiable. On sait que ça peut nous arriver aussi, mais après tout ça, c'est de la proba. Et en fait, l'idée, c'est un peu comme le trading, quoi. Tu te dis, si je win 51% de mes plays, j'ai gagné. Là, c'est à peu près pareil. Oui, nous savons que la Chine, le coût d'un kilowattheure est bien moindre qu'en France, par exemple. Mais du jour au lendemain, l'État chinois dit, on arrête de miner de la crypto, et on arrête de miner la crypto. On n'a pas envie que ça nous arrive. Le Kazakhstan, par exemple, c'était, venez les mineurs, et puis du jour au lendemain, il n'y a plus d'électricité. On peut choisir de monter une ferme dans un pays un peu borderline, et du jour au lendemain, l'État va vous bloquer l'activité pour une raison X, Y ou Z. Des plans comme ça, on en a vu plein, et puis on en verra d'autres. Ou alors, on trouve aussi des pays où on a un coût d'énergie assez faible, mais les températures vont être extrêmement élevées, par exemple. Là, tu te dis, c'est super rentable, mais par exemple, tu vas être obligé de passer en water cooling, donc les frais vont exploser. Et on en vient au même problème, ROI. Ben ouais, tout ça, c'est du calcul. Parce que même si tu payes ton électricité 50% moins cher, mais que ton coût d'infrastructure passe de 100 000 à 300 000, c'est super pas intéressant. Il y a quelques temps, je vous avais aussi parlé de la roupie numérique en Inde, crypto-monnaie de banque centrale qui se développe, ça s'accélère et en fait ils devraient faire des tests. La banque centrale indienne prévoirait de lancer bientôt des programmes pilotes pour des cas d'utilisation de la monnaie numérique. Ils avaient dit que ce serait d'ici la fin de l'année. Donc voilà, et l'Inde c'est quand même 1,4 milliard d'habitants, donc ça concerne d'un coup une grande partie de la population. Et également là dernièrement, l'Inde, la police indienne, le gouvernement indien, ils vont
ils vont utiliser la blockchain Polygon-Matic pour gérer les plaintes. Ils ont annoncé le lancement du projet pilote Police Complaint on Blockchain, une résolution rapide des plaintes publiques dans le district. Bon, en tout cas, il n'y a pas si longtemps, en Inde, la politique, c'était plutôt le bannissement de toute crypto, tout ce qui avait un lien avec les cryptos, les NFT, la blockchain. Et maintenant, en fait, ils prennent un autre chemin. Peut-être aussi que les gouvernements se rendent compte que ce sera inévitable, l'adoption de cette technologie. Aussi parce que les grandes entreprises s'y mettent, les populations adoptent aussi les cryptos. Et plutôt que de laisser la place des cryptos comme le Bitcoin ou d'autres, et que plutôt que d'être dépassés comme ça, ils préfèrent mettre en place des crypto-monnaies de banque centrale. Donc voilà, en Inde, ils se mettent à accélérer sur ces sujets-là, j'ai l'impression. Ensuite, l'improbable alliance, hyper intéressant, un espèce de bridge entre XRP et Ethereum. On sait très bien, historiquement, ils se détestent. Ils s'envoient par médias interposés des pics depuis des années. L'un critique l'autre et l'autre critique l'un. Et c'est assez intéressant. C'est que dans cette phase un peu compliquée, autant pour Ethereum, peut-être même plus pour Ethereum que XRP, et ben voilà, ils sont en train de s'allier. Il y a peut-être un bridge assez intéressant, ce genre d'alliance. Because I'm trying really to pull a little bit the information because as I told you in the intro, everybody is speaking about Lightning like really it's the solution to everything, and I have the feeling that we are not speaking enough about what is not working or is like the concerns, the limitations of the L2. So there's some things that I think are fixable, right? So the fact that people are not running their own Lightning nodes as much, or verifying a full node, that's what I'm working on. I think, okay, we know how to fix this. Then there's other things I'm not even sure, right? So even if you have all of these UI problems, everyone's running Lightning, you still really don't have enough for everyone to use it, right? So you're still, even with SegWit, you have, 1.5, maybe 2 megabyte blocks. You can get lots of people to use Lightning, but not a whole country's worth or something. It's still quite limited. And so... Can you elaborate on that? Why a whole country could not use Lightning? You just have to sort of ask, like, back of the envelope. Well, how many channels do you open and close? In a single Bitcoin block, so at 10 minutes, you can open a few thousand channels, less than 10,000 channels. So maybe you can do 1 million channels a day or something. And in the United States, this is very back of the envelope. But yeah, if you look at it, you can't support the whole world or even 1 billion people using Lightning with Bitcoin today. You'd need some other, either, so some people, bigger blocks, maybe that's not going to happen. I still think that could be a solution that, who says it's 1 or 2 megabytes? Maybe 4 megabytes is better. Who knows? But that's very hard to change, obviously. And people thought about that. So that's sort people of... People died for that. Yeah, it's sort of hard. Almost. But it is a little bit disappointing because it's like, well, yes, there were a lot of dumb ideas and people saying, yes, we're going to have gigabyte blocks. And that was bad. And so we shouldn't. But that doesn't mean, no, it should be 1 or 1.5 megabytes forever, right? Just because dumb people said the opposite. So, or some other techniques like, and people have been researching things like channel factories and L2 and stuff like that. Maybe that allows even more scalability. So there's still, even if this works perfectly, we need more, right? It's not the only solution to this. Monero est la seule ou l'une des seules crypto-monnaies dont l'utilisation est complètement privée, non pas de façon optionnelle, mais carrément par défaut. Ce que ça veut dire, c'est que les détails de toutes les transactions sont masqués sur la blockchain. On ne peut pas voir l'adresse de l'expéditeur, ni celle du destinataire, ni même le montant qui a été envoyé. En gros, Monero inclut la confidentialité directement dans le protocole lui-même. Là où sur Bitcoin, on peut voir toutes ces informations, sur Monero, on sait qu'il y a des transactions qui ont eu lieu, mais on ne connaît pas les détails de ces transactions. Ce que ça veut dire, c'est que contrairement à Bitcoin qui peut être en partie tracé par des outils d'analyse de blockchain, Monero ne peut pas être tracé et en conséquence, c'est aussi beaucoup plus compliqué de lier votre identité personnelle à une transaction Monero. Et donc ce niveau de confidentialité et de secret doit évidemment être assez inquiétant pour nos gouvernements, et d'ailleurs ce n'est pas pour rien que Monero n'est pas listé aujourd'hui sur la plupart des exchanges et que le IRS, le service des impôts aux USA, a annoncé en 2020 qu'ils étaient prêts à payer une récompense de 625 000 $ à celui ou à celle qui réussirait à craquer Monero.
Qu'est-ce qui s'est passé sur Elon Musk et Tesla là? Là, c'est une petite rumeur concernant Twitter. Ça vient même pas de gens de Twitter. Twitter qui serait enclin à créer son propre wallet pour qu'on puisse acheter de la crypto. Ouais. Ils ont déjà développé le truc avec les NFT en photo de profil, avec le lien du NFT, etc. Donc franchement, ce serait, c'est dans l'ordre des choses qu'ils fassent ça. Et si jamais effectivement Elon vient à acheter Twitter, ah bah là, il a dit vendredi normalement. Que ce soit Elon qui est en train de racheter Twitter ou que ce soit Jack Dorsey qui a créé Twitter, les deux sont pro-crypto. Faire en sorte que l'application Twitter devienne exposée aux cryptos et à la technologie, moi ça m'étonne pas. Ouais, ça m'étonne pas. D'ailleurs, j'aimerais bien que ça arrive assez rapidement, moi, leur histoire. Oui, de toute façon, Elon l'avait dit, hein, il allait penser à faire une application du Dogecoin sur Twitter. Donc on sait très bien que Elon qui arrive, comme il est à fond derrière le Doge va arriver sur Twitter. C'est déjà une bonne chose. Merci. À la base. Ça va aider peut-être de plus en plus de monde à se foutre dans les cryptos. C'est un peu comme Reddit qui a sorti 3 millions d'NFT qu'ils ont réussi à vendre en appelant ça autrement que NFT. Bah, ça a permis à 3 millions de personnes d'en acheter, tu vois. Là, si Twitter commence à faire un wallet où tu peux acheter et vendre des cryptos, ça permettra à certaines personnes de se mettre dans les cryptos. Maintenant, nous, en tant qu'utilisateurs quotidiens, est-ce qu'on créerait un wallet sur Twitter et on se servirait pour quoi? Moi, à part peut-être pour interagir avec Twitter s'il y avait des options. Moi, je le ferais. Quel est l'intérêt? Je suis nouveau sur Twitter, donc tu vois, je suis pas un ancien qui est là depuis 10 ans. Je viens de découvrir Twitter il y a même pas un an, donc tu vois, s'il y a une nouveauté sur Twitter, je vais l'utiliser. Les autorités sud-coréennes peinent à monter un dossier contre Do Kwon malgré un mandat d'arrêt. On le sait, c'est pas toujours terminé, cette affaire de Terra, et toujours en train de courir après ce monsieur. Ils ont du mal à régler les problèmes. On suivra cette affaire. Pendant ce temps, en Chine, alors que les cryptos sont complètement prohibés, il semblerait que Bitcoin continue d'être utilisé. Et là, on ne parle pas de petites ventes à la sauvette, car on apprend que 2 agents du renseignement chinois travaillant pour la République populaire de Chine auraient tenté de soudoyer un fonctionnaire du gouvernement des États-Unis avec des bitcoins. En effet, Zheng Wang et Guo Chun-He auraient reçu pour mission de recueillir des informations d'une enquête concernant la société Huawei, et pour cela, ils auraient tenté de soutirer des informations à un fonctionnaire en lui proposant $61 000 en bitcoin, et le truc, c'est que le département de justice américain a eu vent de leur agissement et les a immédiatement interpellés. Bref, malgré la prohibition de Bitcoin en Chine, avec cette affaire, on voit que la reine des cryptos est utilisée par les services de renseignement chinois. J'ai mis 140 millions de dollars dans JP Morgan, et ils m'ont traité comme de la merde. Donc si JP Morgan me traite comme ça, comment traite-t-il le reste d'entre vous? Aujourd'hui, on note davantage de situations où les banques et institutions financières affiliées restreignent l'accès aux services bancaires. JP Morgan a fermé le compte du fondateur d'Uniswap, Eden Adams, l'année dernière sans préavis ni explication. Elle avait fait de même pour l'entreprise de Minin, Campus Minin en 2019. Au Portugal, plusieurs entreprises crypto sont victimes de la fermeture unilatérale et sans explication de leur compte. Alors je vais vous passer quelques news et demandez-vous pourquoi, dans quel but et qu'est-ce que vous ressentez. Le Salvador adopte le Bitcoin comme monnaie légale. L'Argentine interdit d'abord l'achat de Bitcoin par carte bancaire et devant son échec, envisage ensuite de l'adopter. Le Canada impose des limites d'achat de cryptoactifs à leur population. JP Morgan annonce que les crypto-monnaies sont des Ponzi et n'ont aucune valeur, mais le propose quand même à ses clients. La Chine interdit le minage de crypto-monnaies. L'Europe questionne, les États-Unis laissent faire, la Russie autorise. L'Asie, l'Europe, les États-Unis font la course pour créer une monnaie numérique de banque centrale. PayPal annonce son intérêt pour les crypto-monnaies et la blockchain. Mastercard, quant à eux, veulent aider les banques à proposer du trading de crypto-monnaies. Elon Musk, MicroStrategy, BlackRock et d'autres investissent dans les crypto-monnaies. Voici quelques exemples de ce qu'on a pu lire ou entendre sur les crypto-monnaies. Mais en fin de compte, Bouloubert, quelle importance? Tout ça n'est qu'une question de conviction. Plus qu'un actif, c'est une religion. Si aujourd'hui ce n'est encore qu'une croyance, demain qui sait, peut-être une évidence. Tout ça n'est que le commencement. Une autre manière de contribuer à Bitcoin sans être nécessairement un développeur, c'est d'expliquer comment ça marche aux gens autour de vous ou si vous avez accès à des politiques, des régulateurs, pour combattre la désinformation qu'on voit dans énormément d'informations sur Bitcoin, expliquer que c'est pas tout blanc tout noir, que Bitcoin ça ne fait pas bouillir les océans. Et là-dessus, il y a un gros boulot
qui est purement de l'éducation, parce que c'est purement un manque de compréhension de la part de beaucoup de personnes qui fait qu'ils voient Bitcoin comme le diable et le truc qui sponsorise les terroristes. Et là, pour le coup, tout le monde peut contribuer à ça en expliquant autour de soi pourquoi c'est beaucoup plus nuancé que ça et beaucoup plus intéressant. Il y a un directeur de banque centrale qui arrive et il dit je vais toujours coller au chômage, j'en ai rien à faire parce que ma priorité c'est l'inflation. Donc il décide de détruire une partie de l'économie pour dire il y a trop de... Enfin, ça peut choquer ça. Tu sais que ça peut choquer quand on entend ça en disant il y a un banquier qui arrive en disant toi au chôme du... bien chez sûr, toi. Mais c'est son mandat. Hein. C'est son mandat. Il a été nommé pour ça. Il a été nommé pour... conserver la valeur de la monnaie. Bon, il a un double mandat, généralement. Donc, c'est que s'occuper aussi du plein emploi, la croissance. Bon, donc là, il est un peu pris entre deux mandats. Mais on sait très bien que quand on a deux mandats, si les deux mandats sont compatibles, ça va très bien. Mais le jour où les deux mandats sont pas compatibles, il faut faire un choix. Et là, il a fait clairement le choix de contrer l'inflation. Mais il a fait ce choix, qui est un choix, c'est là où il y a une différence avec la BCE, c'est qu'il a fait ce choix parce que le niveau de chômage est très bas aux États-Unis, que l'activité est très forte, les États-Unis sont autosuffisants en énergie. Donc, il n'a pas de problème fondamental et qui s'est dit, je vais arbitrer le court terme et le moyen terme. C'est-à-dire que si je ne fais rien, je vais avoir une activité atone, voire en récession de façon prolongée parce que l'inflation, ça détruit de façon prolongée l'activité. Il a dit, non, je préfère qu'on aille en récession, un coup sec, j'arrête tout et on repart de plus belle. Donc, en fait, il a eu une attitude qui est dans son mandat. Mais il l'a affirmé extraordinairement clairement. Il l'annonçait déjà dans les mois précédents. Mais on se disait, oui, mais enfin, il bluffe. Est-ce qu'il vraiment il va oser? Là, il a dit, aucun problème, j'y vais. Aujourd'hui, nous avons en Europe un problème de quantité d'énergie. C'est pour choisir qui aura accès à l'énergie disponible et qui n'en aura pas que les prix montent. Le problème, c'est que la hausse des prix de l'énergie entraîne en cascade et avec un temps de retard, une hausse de tous les prix. Et c'est là que l'inflation se manifeste, d'autant plus brutalement que le système économique est débordant d'argent qui a été imprimé depuis 2008. C'est pour cette raison que Jérôme Powell a décidé de vous mettre au chômage. En montant les taux, il coupe le refinancement aux entreprises les plus fragiles qui seront contraintes de licencier et ou de faire faillite. Une fois ces entreprises éliminées et votre emploi avec, il y aura moins de demandes pour acheter de l'énergie, donc les prix baisseront. Si vous vous demandez pourquoi est-ce que c'est le gouverneur de la Banque centrale américaine qui a ce pouvoir de vous mettre au chômage en Europe, rappelez-vous que, pour faire court, le dollar c'est leur monnaie mais notre problème. Ici, Cathy Yuan nous dit, le marché chinois qui s'écroule totalement. Et pourquoi il s'écroule? Tout simplement parce qu'il y a eu l'élection de notre ami Xi Jinping et beaucoup n'ont pas aimé. Alors, Xi Jinping, et on verra bien ce qu'il va faire. Alors, je ne suis pas du tout un professionnel du marché chinois, même si comme je suis, je sais tenir au courant. Et on dirait bien, je vais te traduire ça, notre ami Holger qui nous dit les magnats les plus riches faisant des affaires en Chine ont perdu près de 13 milliards de dollars dans la vente massive du marché qui a suivi le resserrement de l'emprise de Xi Jinping sur le gouvernement. Bon, je te laisse lire l'article si tu as envie de savoir pour Xi Jinping. En gros, quelqu'un a été élu et ça sent pas très bon pour les marchés chinois et donc beaucoup de gens ont vendu toutes leurs actions, leurs indices chinois. Bon, moi j'ai 10% de mon portefeuille en Chine, histoire de varier. Bon, je laisse, c'est que 10%, et puis on verra bien où ça nous mène. Bon. Également, le dollar index, faites très gaffe au dollar index, même si vous en foutez de tout ce qui est macro, SP500, etc. Pourquoi? Parce que ce dollar index impacte le prix du Bitcoin. Quand le dollar index se pète la gueule, c'est bon pour le Bitcoin. Quand le dollar index monte, c'est mauvais pour le Bitcoin et les cryptos. Pour l'instant, on dirait que c'est un rejet une fois plus, ce qui est bon pour le Bitcoin. Et on espère bien sûr péter une fois pour toutes cet EMA 20, puisque cet EMA 20 faisait office d'énorme support. Et également, il me semble, l'EMA 50, donc l'orange. Donc ce qu'on veut ici, c'est hop, péter l'EMA 20, éventuellement aussi l'EMA 50, hop, pour aller toujours plus bas, afin que le Bitcoin, lui, fasse l'inverse et aille tout simplement to the moon. Pour l'instant, le Bitcoin reprend du momentum, même court terme pour l'instant, c'est plus ou moins intéressant, la chart est intéressante. C'est bien, c'est les acheteurs qui sont en train de gagner pour l'instant, mais la vraie victoire, ce serait l'installation au-dessus de ces niveaux pour au moins poursuivre dans le haut du range là-bas. À long terme, ce qu'il faudrait voir bien évidemment, c'est la structure type W Weekly qui permettrait de confirmer potentiellement un bottom tant qu'il n'y a pas de réintégration. Faut pas faire comme ici où on réintègre, pas du tout. Faut absolument confirmer ici et breaker, ok, et pas réintégrer. Si on fait ça, on sera dans un rallye type 2019, ok. Et à ce moment-là, je pense pas qu'on fera un nouvel ATH to the moon si on break, bien évidemment. On sera dans un simple rallye
généralement, les objectifs, c'est soit premier arrêt, soit retracement de moitié, soit 61,8 en tant que retracement. Du coup, soit 37 000, soit 43 000, soit 49 000. Ça, c'est vraiment des gros retracements. Hein. C'est s'il y a des grosses inversions. Mais ça ne serait pas to the moon. On sait que le Bitcoin, généralement, il fait un ATH après son halving. Son halving, il est prévu pour mars 2024. Donc, en gros, ça voudrait dire que le bottom est confirmé ici. Et qu'en gros, voilà, on se mange une transition qui pourrait ressembler à ça. Plus ou moins un truc comme ça. Ça dépend de jusqu'où ira le retracement, etc. On n'aura pas forcément, bien évidemment, cette transition, mais ça pourrait ressembler à ça. Et du coup, post-halving, à ce moment-là, ok, le Bitcoin qui reprend un cycle, qui va chercher des ATH, qui est vraiment très bullish, et voilà, une charte qui pourrait ressembler à ça. Mais en tout cas, ça pourrait augmenter drastiquement les probabilités qu'on ait bottom à 17 300 et que le Bitcoin n'ira pas chercher plus bas derrière. Possiblement, ok. Maintenant, regardons ce qui se passe à plus court terme, donc en daily, on évolue toujours à l'intérieur de ce long range, sur lequel on évolue depuis le mois de juin, et dans lequel on évolue toujours dans la partie basse, sous le nuage, et puis sous le milieu du range. Donc tant qu'on ne casse pas tout ça à la hausse, on reste sous résistance, à savoir le milieu du range qui fait également office de résistance en complément nuage, aux alentours des 21 789 $, qui correspond, comme vous le savez, au Plattencan qu'on avait identifié préalablement en weekly. Et pour l'instant, comme vous pouvez le voir ici, on est en train d'être rejeté pile sur l'alignement Kijun SSB, qui correspond également à la Tenkan en weekly. Donc vous voyez que pour l'instant, la Kijun Weekly, elle fait vraiment office de résistance au prix et qu'on pourrait très bien être rejeté et aller casser ça vers le bas pour piéger toutes les personnes qui rentrent en long maintenant. Vu qu'on a liquidé certaines personnes qui sont rentrées en short ici, on pourrait très bien maintenant repartir dans l'autre sens pour aller chercher un nouveau plus bas, piéger toutes les personnes qui pensent qu'on repart à la hausse, alors qu'en fait, eh bien, tant qu'on ne casse pas de toute façon le milieu du range, on est toujours dans un biais baissier. Il faudrait repasser absolument à minimum au-dessus des 23 000 $ ici pour repartir vers une nouvelle dynamique haussière, aller chercher le haut du range ici aux alentours des 24 500. Et encore une fois, tant qu'on ne casse pas le haut du range à 24 500, en clôture, eh bien, on peut toujours être rejeté vers un nouveau plus bas. Donc, bien faire attention. Tant qu'on n'a pas cassé ces résistances, on peut toujours repartir vers un nouveau plus bas. Ce qu'il faut surveiller, selon moi, c'est surtout le regain ici des 21 800 $. Si on regagne ça, on pourrait potentiellement viser ensuite le haut du range aux alentours des 24 400 $. Bien sûr, on pourra surveiller ça dans les prochains jours, mais pour l'instant, souvenez-vous qu'ici, on a ce niveau de résistance également, qui avait rejeté le prix par le passé. Ensuite, ici aussi, et puis ici, on n'avait pas parvenu à clôturer au-dessus très longtemps, donc pourquoi pas refaire la même chose, revenir tester les 21 000 pour mieux repartir vers le bas. Donc sur du plus court terme, sur les dernières semaines, on peut voir qu'on a deux niveaux intéressants, en l'occurrence le niveau des 2036 $. Si on vient rechercher ce niveau et si on vient clôturer au-delà de ce niveau, ça serait bullish. Effectivement, on pourrait valider un W en hebdomadaire sur du moyen long terme, ce qui serait clairement bullish pour les prochaines semaines. On pourrait venir clairement repartir sur une ascension haussière. A contrario, si on venait clôturer sous les 1180 $, ça serait plutôt bearish. On pourrait ainsi se diriger vers un nouveau bottom sous les 840 $. En attendant, pour le moment, pour cette semaine, on devrait probablement clôturer dans le vert si tout se passe bien, mais a priori, ni au-delà de ce niveau, ni sous ce niveau. Donc pas de gros mouvements en vue et pas de niveau décisif en vue pour cette semaine. On passe maintenant en journalier, donc sur du plus court terme avec du mouvement cette fois-ci. On avait donc, souvenez-vous, une grosse phase de range depuis la mi-septembre, donc grosse phase de range entre les 1400 $ borne haute et en borne basse les 1200 $. Range qui a cédé hier soir puisqu'on est venu chercher les 1500 $ avec une clôture journalière au niveau des 1460 $ et un prix actuel au niveau des 1500 $. Donc la prochaine target haussière serait les 1800 $ à venir chercher. A contrario, si on venait réintégrer le range et sortir du range par le bas, on aurait un prochain support au niveau des 1035 $, rien de plus à dire. Et alors que le Royaume-Uni travaille sur sa MNBC, en France, le rapport sur le secteur des métaverses commandé en février dernier par le gouvernement vient d'être publié. En effet, durant la dernière campagne présidentielle, on avait Emmanuel Macron qui s'était prononcé en faveur d'une indépendance culturelle et informationnelle grâce à la création d'un métaverse européen pour ne pas dépendre d'acteurs étrangers. Et donc dans ce but, il avait commandé un rapport qui devrait servir de base pour construire la stratégie du gouvernement. Et le rapport qui a été publié récemment rappelle tout d'abord que les métavers sont un enjeu de souveraineté indéniable pour la France, et pour s'assurer de l'indépendance de notre pays, il préconise de, premièrement, mettre en place des commandes publiques répondant aux objectifs de souveraineté culturelle et de souveraineté technologique. Deuxièmement, d'amener la puissance publique à faire émerger les services communs et essentiels permettant à l'avènement d'une pluralité des métaverses interopérables. Troisièmement, de faire évoluer dès maintenant les règlements tels que RGPD pour la protection des données des utilisateurs.
et finalement de réaliser une analyse complète du secteur pour guider les investissements en fonction des bénéfices potentiels et des risques liés à la perte de souveraineté. À savoir que concrètement, le rapport préconise de profiter des Jeux Olympiques pour rassembler les acteurs français du métaverse autour d'un projet concret, et il conseille la création d'un institut de recherche et de coordination qui serait à la fois un laboratoire de recherche, un lieu de coordination et un comptoir d'expertise. Donc au final, alors que la semaine dernière on a eu des déclarations encourageantes sur l'ouverture du gouvernement à l'industrie des cryptos par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, et Jean-Noël Barrot, le ministre délégué chargé de la transition numérique, ce rapport reconnaît l'enjeu stratégique qu'auront les métaverses dans les années à venir et qu'il faut dès maintenant investir dans ce secteur et l'encadrer pour d'une part éviter les fraudes et d'autre part se protéger d'une possible perte de souveraineté, comme c'est le cas avec les géants américains tels que Google et Amazon. Mais maintenant la balle est dans le camp du gouvernement, donc attendons de voir quelles seront les décisions qu'ils prendront. Apparemment, Meta, ils sont dans la sauce, vous le savez, même si dernièrement, ils font quand même des bonnes news, ils ont quand même une belle actualité dernièrement, ils font pas mal de partenariats. En tout cas, les investisseurs en ont un petit peu marre de la branche Metaverse de Meta, donc Meta, nouveau nom de Facebook, et du coup, donc ils aimeraient qu'ils réduisent un petit peu le truc, parce que forcément, ça coûte beaucoup d'argent, et pour l'instant, les résultats sont pas là, c'est moins qu'on puisse dire. Et malgré tout ça, Horizon World, du coup, sort une mise à jour de, du coup, Horizon Workroom, qui a en fait un espèce d'espace de coworking dans le Metaverse, avec différents écrans et tout, donc ils font une nouvelle mise à jour avec différents outils en plus. Donc en tout cas, Meta, eux, ils sont à fond dans leur truc et je pense qu'ils vont pas s'arrêter là. Je pense qu'ils sont un peu sur une sorte de gamble, vraiment Meta. On a aussi Apple là qui vient d'interdire l'utilisation de NFT pour pouvoir contourner et pour pouvoir avoir des fonctionnalités supplémentaires sur les applications. Donc en fait, ils sont juste en train d'essayer de contrôler davantage l'App Store, et il y avait des personnes qui essayaient d'utiliser les NFT pour contourner le paiement, on va dire, et la taxe de Apple de 30% sur les transactions dans les applications. Donc Apple a dit non, écoutez, NFT complètement, on va dire, interdit si c'est pour débloquer du contenu. On va aller voir quel club on va représenter du coup pour les futures saisons sur MFL. Je vais ouvrir le pack et te laisser un peu profiter du coup de l'animation. Et on espère en tout cas représenter un pays qui nous fera kiffer pour les futures saisons. Allez, l'animation commence. Le voyage va commencer. Et du coup, quel club, quel pays, quelle ville, quel peuple on va représenter pour la prochaine saison? Tu vas avoir une petite animation sympa sur le globe. Alors, où est-ce qu'on va tomber? J'aimerais bien tomber en Europe ou en Asie. En vrai, en Asie, ça me ferait bien kiffer. Et on sera du côté de l'Océanie, du coup, avec un club australien. Quelle ville on va représenter, du coup, en Australie? Je t'avoue que j'en connais pas des masses. Et on va hériter finalement de Brisbane. Ok. Et donc, est-ce qu'on a un club? On sait, la dernière chose à savoir, c'est est-ce qu'on va tomber en division Iron ou bronze? Est-ce qu'on va tomber en division du coup? Et on sera en division Iron. Donc, la Dojo Army représentera le club de Brisbane pour l'an prochain en division Iron. Hunters Arena Rebirth. Alors, jusqu'à maintenant, c'était une licence de jeu vidéo qui existe déjà. C'est pour ça que je dis un vrai jeu AAA. C'est qu'ils ont déjà sorti un jeu. Donc le dernier épisode s'appelait Hunters Arenas Legends, qui est disponible sur PC et sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Xbox, je ne crois pas. Mais voilà, c'est un vrai studio avec une vraie expérience de jeu derrière. Et ce jeu ressemble à ça. Donc ça, c'est l'épisode précédent. C'est pas celui qui va sortir en mode jeu blockchain et tout. Mais c'est un jeu qui mélange Battle Royale et RPG. Donc comme sur Fortnite, vous allez devoir affronter les autres joueurs et rester le dernier en vie avec une zone qui se rétrécit. Mais ici, la nuance et le côté RPG, c'est que vous allez devoir affronter des créatures qui sont contrôlées par l'intelligence artificielle pour gagner de l'XP. Et cet XP, vous allez devoir l'utiliser pour améliorer les compétences de votre personnage, gravir un arbre de compétences, etc. Donc c'est un mix qui a l'air assez intéressant. J'avoue que j'ai pas testé moi le jeu. D'ailleurs, il faudrait que je le fasse parce qu'il avait été offert l'année dernière sur le PlayStation Plus, donc je dois l'avoir dans ma bibliothèque. Mais apparemment, d'après ce que j'ai vu sur YouTube, c'était bof. Donc on verra ce que ça va donner le prochain épisode. Mais il compte sortir ça sur Immutable X, sur la blockchain Immutable X en 2023.
Et puis voilà, donc on verra ce que ça va donner. En tout cas, ça fait plaisir de voir un jeu blockchain qui ressemble à un jeu classique, quoi. C'est ce qu'on attend tous. Est-ce que vraiment le jeu classique et le jeu blockchain mergent en fait ensemble et qu'on se retrouve avec les mêmes standards que les jeux vidéo web 2.0? Parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai que la plupart des jeux blockchain ne sont pas développés par des vrais studios, entre guillemets. Ce ne sont pas des studios qui ont développé de vrais jeux avant. Alors souvent on nous dit, voilà, c'est un studio fraîchement monté pour le Web3, avec des gens qui ont bossé chez Ubisoft, chez EA, etc. Mais c'est pas pareil que d'avoir vraiment un studio qui a déjà bossé sur un jeu Web2. Donc pour moi, c'est une très très bonne nouvelle. Alors, ce Zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.